Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Daredevil Born Again, épisode 5 et 6. Moi je suis le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager un petit peu, discuter un petit peu de ma passion. Oui, donc cette semaine, double ration de Daredevil Born Again, épisode 5 et 6, si mes calculs sont bons. Donc autant dire tout de suite, les deux sont aussi intenses, mais pour des raisons différentes. Ouais, histoire de le prévenir tout de suite, c'est que le premier, déjà, a une forme un petit peu... Ah, c'est tout à fait la forme que beaucoup d'amateurs de série ne supportent pas, parce que il apparaît comme une pause dans la narration. Et je crois que ça s'appelle épisode dans la bouteille, je sais plus, il y a un terme exact dans le jargon, mais je me rappelle plus la terminologie. In the bottle, oh, je crois qu'en VO on dit in the bottle, mais je sais plus de quoi. Je sais plus la terminologie exacte. En fait, on appelle ça des bottle épisodes. Épisodes dans la bouteille. Ce sont des épisodes unitaires qui se caractérisent par une intrigue close, qui se caractérisent par des huis clos. En titre d'exemple, on peut citer l'épisode The Fly, la mouche, dans Breaking Bad. On voyait les personnages principaux coincés dans un laboratoire, coincés parce qu'il y avait une mouche qui ne devait pas s'échapper. Ou aussi, il y a d'autres épisodes de série où l'intrigue se passe dans les avions en vol, par exemple. Et avec cette intrigue de braquage dans une banque, ben, ça rappelle beaucoup la structure des bottle épisodes. En gros, sans trop spoiler, gâcher le truc, il s'agit d'un épisode de... à la Die Hard, à la pêche cristal. Oui, il est question d'une sorte de prise d'otage, où seul notre héros, Matt Murdock, se révèle être le seul élément qui n'ait pas été prévu par les braqueurs, chose normale, mais surtout c'est un petit peu le grain de sable dans le plan des braqueurs. Ouais, c'est un truc genre, il y a un braquage, il y a un hold-up, et Matt Murdock fait juste partie des otages. Et c'est effectivement un peu carrément l'intrigue de Piège de Cristal. Il va peut-être falloir que j'en parle. Je préfère parler de ce film-là plutôt qu'essayer de détailler plus en profondeur en fait Daredevil, oui, parce qu'il y a pas mal de easter eggs, références, clins d'œil que les fans peuvent comprendre. Mais moi, je préfère parler de Piège de Cristal pour donner envie. Je suis pas sûr que la nouvelle génération, par exemple, sache ce qu'est Die Hard. Die Hard, Piège de Cristal, c'est un film de John McTiernan, le réalisateur de Predator, pour ne citer que celui-là, dans lequel on voit donc Bruce Willis dans le rôle de John McClane, qui est pris à partie dans une histoire de prise d'otage. Alors, c'est la veille de Noël, des terroristes pénètrent dans l'immeuble et prennent en otage, en fait, les 40 étages de l'immeuble, de ce gratte-ciel-là. John McClane étant l'élément un peu perturbateur qui peut sauver tout le monde. C'est ça le pitch. Le concept de Piège Cristal, en gros, j'ai des doutes pour savoir, est-ce que la nouvelle génération le connaît ou pas? C'est un classique quand même. Alors, dans un gratte-ciel, une Nakatomi Plaza qui est pris en otage, enfin, c'est ça la catchline du film, il y a un étage qui est pris en otage, qui est entouré de breakers, on dit terroristes dans le film. Il y a une seule personne qui a réussi à s'échapper au moment de la prise d'otage, c'est John McClane, un policier, qui n'était pas prévu dans les plans des terroristes. Et c'est donc ce mec-là, John McClane, l'intrus, le petit grain de sable, une mouche dans le lait, mon cher Lance. Un rouage qui grippe, un emmerdeur. Donc ce mec-là va passer donc toute la première partie du film à repérer tous les différents accès possibles. Ouais, parce que je me souviens que dans le film, il passe un sacré bon moment à essayer de repérer quel étage il y a combien d'hommes, par exemple. Et dans la seconde partie, il entre carrément en contact avec les flics via Takewoki pour expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. Voilà, c'était donc ça Die Hard. Le film vieillit pas du tout, hein. On est en 2025, et c'est de 88-89, il vieillit pas du tout. Je me le regarde encore et encore au moment de Noël. Mais vraiment, c'est un film que je me regarde pour le coup. C'est d'ailleurs une référence qui est explicitement citée dans un What If saison 2, je crois, où on voit donc, je crois que c'est l'épisode de Noël. Oui, il y a une fête de Noël qui est organisée dans la Ranger Tower, dans la Stark Tower, autrement dit. L'étage où sont organisées les festivités, sont pris en otage en fait. Happy Hogan, en tant que chef de la sécurité, a réussi à s'extraire du cordon formé par les terroristes et essaye de contacter Darcy par exemple. Alors je crois que à ramper dans les conduits d'aération, il appelle Darcy pour demander de l'aide. Et je crois que c'est Darcy, c'est donc l'assistante de Nathalie Portman. Oh, je ne sais plus son nom dans les torts. Qui lui demande en fait qu'est-ce qui se passe, et lui répond un truc, il se passe ça et ça et ça et ça, et à la fin je crois qu'il dit un truc dans le genre c'est Die Hard, c'est le Crystal, non mais revoyez au classique quoi. Et dans le deuxième épisode, on voit Matt Murdock et Wilson Fisk, les deux apprennent l'existence d'une sorte de tueur en série. C'est le... Ah, juste comment on appelle ça? C'est le mec qui a... je vais me faire bâcher, je suis sûr, qui fait les graffitis en fait,
qui est un artiste de rue, je crois. On dit graffeur, je suis pas sûr. On voit d'un côté Wilson Fisk, qui est confronté au problème de criminalité, et de l'autre, Matt Murdock, qui découvre en fait qu'il y a un tueur en série aussi. Donc les deux s'entremêlent, quoi. Dans le sens où les deux personnages, Fisk et Murdock, découvrent que il y a une autre menace qui rôde en ville. Ah, on voit que les deux sont torturés, quoi. Les deux doivent combattre leur démon intérieur. C'est pour ça que je dis que les deux épisodes sont aussi intenses l'un que l'autre. Là, c'est dans l'efficacité, c'est un film d'action, voilà. Et dans l'autre, c'est simplement une sorte de... Ah, même pas de jeu de chasse à la souris, c'est que à quel moment les deux vont craquer. Alors, c'est ça qui m'a fasciné, c'est de voir quel enchaînement d'événements va obliger l'autre à dépasser ses limites. Les deux se retiennent. Et l'épisode là, c'est l'épisode du craquage. Alors, je ne dévoile pas tout, mais c'est mis en scène dans une sorte de montage parallèle, donc je peux pas trop en dire, mais c'est efficacement mis en scène. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que, on est loin des précédents shows Marvel. Là, il y a quand même un effet réfléchi. Alors, je peux concevoir que ça peut rebuter beaucoup de gens, parce que je sais que pour Doctor Strange 2, par exemple, il y en a pas mal qui n'avaient pas compris le principe d'ellipse, le principe de différents effets de montage, et il y a beaucoup qui étaient paumés. Mais là, dans Born Again, ça se justifie. C'est là où on sent un petit peu l'effet recherché. Donc ils apprennent l'existence de ce type, parce qu'il y a une multitude de disparitions, et donc l'épisode se concentre sur leurs efforts à eux pour se contenir. Les deux voient des signaux d'alerte. Il me semble que Matt Murdock, c'est un détective privé qui bosse pour son cabinet d'avocat, qui l'informe de ça. Et de l'autre, il y a Wilson Fisk, je crois que c'est le chef de la police, qui lui dit, voilà, il y a tant de disparitions, on les met en rapport avec l'existence d'un tueur en série qui roule dans le coin. Les deux apprennent ça. Alors que dans David Born Again, depuis le début de la QV, ce personnage-là est teasé. Et ce postulat-là m'a rappelé pas mal les films dans les années 70. Il y avait une petite vague de ça, dans le sens où dans la société américaine, on découvrait l'existence des tueurs en série via le Zodiac, par exemple. Et il me semble que des films dans le genre Maniac de William Lustig, que l'on retrouve aussi dans la récente mini-série Dahmer, on voit en fait la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, dans les patelins ou dans les grandes villes, les représentants de l'autorité, maire, police, même avocats, prennent conscience qu'il y a un danger qui menace le coin. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui représente une menace dans les environs. Oui, il faut que j'explique ça. C'est que Maniac, c'est un film où la mystique qui date des années 70, je ne sais plus quelle date exacte. On voit Joe Spinell dans le rôle du serial killer. Le film se concentre sur la peur qu'il fait ressentir sur le patelin, sur la ville. Oh, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. On sait que depuis le début, le mec est un tueur en série. C'est simplement qu'on le voit dans ses actions. Et donc, à nous de deviner, ok, c'est un tueur. Ok, le mec, il est taré, le mec, il est pas bien psychologiquement. Donc, c'est un serial killer movie du point de vue de serial killer. C'est ça que je veux dire. Et dans le Daredevil ici, c'est un peu pareil, dans le sens où c'est le moment où les autorités prennent conscience de l'existence de cette menace-là. Qui équivaut dans le film Maniac à la deuxième partie du film. Dans la deuxième partie du film, on voit les autorités qui prennent conscience, la presse par exemple, la police, qu'il y a X disparitions, donc ils mettent ça en rapport, tiens c'est modus operandi, tiens c'est les mêmes à peu près les zones, je crois que c'est dans le Maniac, c'est les autoroutes dans les coins un petit peu déserts, donc dans cette deuxième partie-là, on voit la police qui fait des rapprochements. Et est obligé d'en déduire que, ouais, d'accord, il y a ce qu'on appelle un tueur en série qui roule dans le coin. Dans David Born Again, c'est à peu près la même chose au début de l'épisode. C'est-à-dire qu'au début de la série, on nous dépeint une sorte de personnage costumé. Et dans cet épisode-ci, on met les points sur les i. Oui, en fait, c'est un tueur en série, il est responsable de X disparition. Donc on voit les conséquences que ça a sur Matt Murdock et Wilson Fisk. Comment vont-ils apprendre? Quelle sera la réaction par rapport à ça? Étant donné que les deux ont mis leur ancienne
carrière au placard. C'est même pas une façon de parler, je crois que c'est comme ça que c'est posé dans l'épisode, hein. C'est même pas une façon de parler. Et Wilson Fisk, lui, tente vaille que vaille de rester cantonné à sa position de maire. J'ai l'impression qu'il ne veut pas vraiment y toucher à ces affaires-là. Moi, au début, je pensais que c'était vachement ambigu, dans le genre, il irait en sous-main avec Vanessa en de paille pour garder l'autorité en fait sur ses hommes, mais il me semble que il assume sa position de maire. Ce qui rend l'épisode vachement intense, c'est donc le moment de craquage, le moment de d'un côté quand est-ce que Matt Murdock va vraiment reprendre le costume et redevenir Daredevil, et de l'autre côté Wilson Fisk qui va vraiment péter les plombs. J'admets que pour Wilson Fisk, on le craint plus qu'on l'attend, mais on appréhende ce moment-là. Disons que pour résumer en fait ce que j'ai pensé de Daredevil Born Again, épisodes 5 et 6, alors pour moi ils sont très bons. Je dirais pas ventre mou, parce que oui, c'est ventre mou par rapport au fil rouge en fait. Ils apparaissent comme une pause, surtout le cinquième. Pour moi, ils auraient pu laisser le cinquième dans la semaine, ça m'aurait pas posé de soucis, mais je comprends qu'ils aient voulu mettre le sixième tout de suite pour dire, bon, voilà, le fil rouge avance encore. Parce que le cinquième se caractérise par l'aspect unitaire. C'est tout à fait le genre de segment que moi j'attends d'une série. Une pause dans la narration, pour laisser respirer en fait le fil rouge, pour montrer qu'est-ce que Murdock fait hors dehors du fil rouge. On a entendu parler qu'il cherchait du financement pour ce cabinet d'avocat. Bah voilà, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait concrètement. C'est pour ça qu'il était à la banque. Oui, parce que je sais que les fans, eux, n'attendent qu'une chose, c'est l'affrontement de Daredevil avec Fisk. Oui, mais la vie de Daredevil ne se concentre pas uniquement sur ça. Il y a d'autres aspects. Donc moi, ces épisodes 5 et 6, je le répète, encore efficaces. Encore, vraiment, ça part du bon pied. Et il y a plusieurs autres éléments qui viennent s'ajouter où on sent où veulent en venir les auteurs. Ça, il y a pas de souci. En plus, il y a quelques images leakées qui confortent pas ma fan théorie, mais ma supposition, je dirais. Oui, on voit où veulent en venir les auteurs. Oui, ok, donc il n'y a pas de souci à ça. Et ces quelques épisodes-là, ces quelques segments, on vient le valider. Donc pour moi, épisode 5 et 6, ouais, totalement validé. C'est dans la donc, continuité. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, ce sera tout pour moi pour Daredevil Born Again, épisode 5 et 6. Salut, salut, à la semaine prochaine.